Ladies and gentlemen, children of all ages, bonjour et bienvenue à notre 4e épisode de la saison 3 de Un café avec ton courtier avec Marc McIntosh. Écoutez, cet épisode-là est un petit peu sous négociation. Essentiellement, on sait qu'il y a des gens qui aiment beaucoup payer leur hypothèque le plus rapidement possible. On n'est pas certain que c'est le conseil qu'on donnerait à tout le monde. C'est vraiment une situation particulière qu'il faut regarder. C'est du case by case, du cas par cas. Ceci dit, pour les clients qui veulent payer leur hypothèque le plus rapidement, on vous donne plusieurs trucs pour pouvoir le faire. On peut penser à faire des versements accélérés. On va pouvoir négocier votre hypothèque ou le taux d'intérêt hypothécaire, même en cours de terme. Bref, vous allez voir plusieurs petits trucs qui sont trucs qui sont très faciles aussi, qui ne vous coûteront pas énormément. On ne parle pas de tout soudainement déposer 100 000 $ dans votre hypothèque. On s'entend que ça accélérerait le versement hypothécaire quand même pas mal, on s'entend. Mais c'est pas tout le monde qui a 100 000 $ de disponibles qui traînent. Mais voilà, on discute de tout ça avec Marc. Encore une fois, avec les deux perspectives, autant moi du côté du financement hypothécaire que Marc du côté de la stratégie financière. Et ça donne une discussion qui est bien intéressante. Donc, je vous invite à écouter ça. Et puis, on s'en reparle. Clément, parle le jingle. Bonjour, mesdames, messieurs, avec ma voix d'annonceur de lutte. Comment ça va, Marc? Bonsoir, ça va bien, toi? Ça va très bien, merci beaucoup. 4e épisode de la saison 3 de Un café avec ton courtier, avec Marc McIntosh. On est sur le bord de changer le nom parce qu'on est rendu à cet âge-là où est-ce qu'en après-midi, on ne prend plus un café, sinon on ne dort pas la nuit, à part un thé avec ton courtier. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, ce n'est pas de la bière, on le jure, on le promet. C'est bel et bien une tisane. Donc, merci à notre... on appelle ça encore ça un barista, quelqu'un qui fait une tisane? Oui. Merci, Guy. Alors, merci encore, Marc, d'être présent avec nous pour cette 3e saison. On est rendu à la 4e saison presque dans ma tête. 3e saison. On va parler aujourd'hui, après avoir parlé, on a parlé des premiers acheteurs, on a parlé des entrepreneurs qui ont une Inc., on a parlé des gens qui vivent avec une invalidité quelconque. Et aujourd'hui, je veux parler de monsieur et madame tout le monde qui a une hypothèque et qui veut la rembourser le plus rapidement possible. Ça t'arrive-tu d'avoir des clients qui te parlent de leur grosse dette hypothécaire puis comment est-ce que c'est mal? Beaucoup de gens, ça les stresse puis ils veulent rembourser leur hypothèque le plus vite possible. Mais tout le monde pense que ça se fait en 25 ans. Ils savent qu'ils peuvent mettre un petit dépôt supplémentaire par année là, sur le capital direct. Mais les stratégies pour le faire concrètement, c'est très méconnu. Puis même, on peut se poser la question, est-ce que c'est une bonne idée même de le faire? Parce que pour certaines personnes, des fois, ça peut être plus intéressant de prendre l'argent qu'on prendrait pour payer plus rapidement et de la mettre dans certains placements, que ce soit dans les CELI, que ce soit dans les REER. On s'entend, là, les petites stratégies dont je vais parler aujourd'hui ne se subtilisent pas, ne se substituent pas à une bonne stratégie. Donc, d'avoir une réflexion. C'est pas unilatéral de dire ou systématique de dire « Ah oui, je devrais payer mon hypothèque plus rapidement ». C'est un concept qu'on a appris beaucoup dans je sais pas trop là, dans nos cours d'économie. J'ai jamais eu de cours d'économie au secondaire, là, mais on a appris qu'on devait acheter une maison et la rembourser le plus rapidement possible puis mettre 2 lions là, en avant de la maison pour dire les fameux lions qui veulent dire « On a payé notre hypothèque, on est maintenant libre d'hypothèque, on est donc riche ». Alors que c'est pas nécessairement le cas. Là. Avoir une dette ne veut pas dire qu'on est pauvre pour autant. Là. Ça veut juste dire qu'on a encore des versements quelque part. Là. C'est l'effet de levier aussi qui est... Ceux qui ont beaucoup d'immeubles vraiment utilisent et optimisent l'effet de levier. Ils rempruntent pour acheter un autre immeuble, ils rempruntent pour acheter un autre immeuble, ils rempruntent pour acheter un autre immeuble. Puis ils comprennent le principe et ils adorent ça. Puis, les gens qui sont propriétaires résidentiels d'une seule habitation, eux, l'effet de levier, on dirait qu'ils le voient moins, puis ils ont plus l'idée de « je veux remplir mon hypothèque le plus vite possible » pour plus avoir le fardeau des paiements mensuels. Mais puis tu vois, quand on est dans quelqu'un qui est un investisseur immobilier, comme tu dis, il emprunte pour acheter quelque chose qu'il est capable de voir et qui est capable de toucher. Donc, c'est comme plus facile pour lui de dire « OK, j'ai une plus grosse dette, mais j'ai des choses, j'ai quelque chose que je peux toucher. » Alors que quand on emprunte sur l'hypothèque, même si c'est à un taux d'intérêt qui est très faible, de l'emprunter pour investir dans notre futur, dans notre retraite, donc que ce soit pour emprunter pour mettre des REER, le prêt REER que vous utilisez souvent, qui est fantastique. Le prêt R3 aussi. Exact, mais donc ce type de prêt-là, on s'endette
pour placer de l'argent qu'on ne voit pas, qu'on n'est pas capable de toucher, même si on soit des relevés mensuels, là, mais on ne peut pas trop y toucher. On se fait même dire, là, c'est pas pour maintenant, là, c'est pour dans plus tard, c'est ton REER ou c'est tes REE, c'est pour dans plusieurs années. Puis on dirait que ça déstabilise quand même pas mal les gens où est-ce qu'ils vont pas être game de le faire, de vouloir aller de l'avant. Mais c'est parce que ça comporte certains risques. Il faut que ton placement rapporte un plus gros rendement que l'intérêt du prêt. Mais sur un an, ça peut être stressant, mais sur une longue période, exemple sur 10 ans, c'est sûr que l'intérêt du placement, statistiquement, va surpasser l'intérêt du prêt. C'est ça l'objectif derrière la stratégie de faire ça. Pour le fun, qu'est-ce que tu utilises, toi, quand les simulations que vous faites chez Industrielle Alliance, j'imagine que ça dépend dans quoi vous placez, mais est-ce que vous utilisez un pourcentage type là, ou un pourcentage moyen de dire normalement, si la vie continue à vivre comme elle vit avec des bonnes années, des moins bonnes années, on est capable, on est confiant de dire qu'on va aller récolter X pourcentage de revenus moyens, j'ai dit de revenus, mais de gains moyens. L'IQPF met des barèmes standards pour l'IQPF qui est... l'institution du Québec des planificateurs financiers? Oui, je pense que c'est ça. Puis eux autres, ils contrôlent les projections. Ils régularisent un petit peu. Ils recommandent des rendements pour faire des illustrations, mais la plupart des portefeuilles, en tout cas dans les 20 dernières années, audacieux, font en moyenne du 10 %. Mais moi, j'essaie toujours d'être conservateur et de dire 7 maximum. Je sais jamais aller en haut de 7. Puis avec des rendements de 7 % moyens, ça vient très rentable, très intéressant. Je suis encore plus conservateur que toi. Moi, j'utilise toujours 6, qui n'est vraiment pas beaucoup. Puis je trouve ça facile parce que quelqu'un qui veut le mettre sur mensuellement, ben, tu peux comme 6 % divisé en 2, 7,5 par mois. Pour quelqu'un qui veut se faire son fichier Excel qui ne sera pas accurate, on s'entend qu'il ne sera pas précis. Mais donc, ça peut permettre des fois de faire des calculs. Mais moi, ce que je dis toujours, c'est que même si le 6 %, même si les taux d'intérêt, mettons, sur votre hypothèque étaient à plus gros que ça, ce qu'on ne calcule pas, parce qu'on regarde 2 taux d'intérêt, mais on ne regarde pas le gain fiscal. Parce que si tu as pris cet argent-là, tu l'as emprunté pour les mettre en REER. Si tu l'as emprunté pour le mettre en REE, ou est-ce que là, le gouvernement t'a donné 30 % ou tu as eu un retour de ton relevé, ton rapport, un retour d'impôt, ça, on ne le calcule pas parce que ce n'est pas 2 pourcentages facilement comparables. Fait que des fois, par simplicité, on va manquer des opportunités. Là. Exact. Il y a une nuance, par contre, quand on emprunte dans le but d'investir, si on veut la déductibilité des intérêts, faut que ça soit dans un bien qui peut créer un revenu. En gros, il faut que ça soit dans une non enregistrée. Exact. Sauf si tu le fais dans le cadre d'une hypothèque personnelle où les intérêts ne sont pas déductibles tout court à la base. Mais là, c'est là que je suis curieux de voir comment toi, tu appliques ça dans une résidence principale, quelqu'un qui veut payer son hypothèque plus vite. Bien, là, on va aller dans un truc où est-ce que quelqu'un veut... Moi, je ne vais même pas parler aujourd'hui, ou peut-être juste à la toute fin, peut-être pour introduire l'épisode futur, l'épisode numéro 5. Mais on ne va même pas parler de déduction fiscale ou presque pas. C'est vraiment juste des trucs de quelqu'un qui veut payer son hypothèque plus rapidement. Comment qu'on fait? Donc, le premier truc qui est très, 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 très simple, c'est de choisir de faire un versement initial. Donc, moi, j'appelle ça faire un paiement au jour 1 au lieu de faire un paiement au jour 30. Dans le fond, quand vous faites une hypothèque, votre hypothèque, vous passez chez le notaire le 1er janvier de l'année, disons, les intérêts commencent à courir le 1er janvier. La banque n'attend pas. Là. C'est directement ça part. Ceci dit, ils vont vous demander un versement. Ils vont prendre le versement le 31, souvent un mois plus tard. Ça peut peut-être être le 1er février, un mois plus tard. Mais il n'y a rien qui vous empêche de faire un versement dès le premier jour. Donc, le même versement, le même montant. Si ça vous coûte 1 200$ par mois, de faire un versement, donc c'est une maison pas très chère, on s'entend, vous avez mis une grosse mise de fonds, un versement de 1 200$, vous pouvez le faire au jour 1. Et ce 1 200$-là, au lieu de payer des intérêts, parce qu'on s'entend, votre premier versement, là, ça avait pris ça sur 25 ans, votre premier versement de 1 200$, il y a probablement 1 175$ qui va payer des intérêts, puis vous avez un 25$ qui va payer le capital. Donc, bravo, vous avez payé 25$ sur votre maison de 300 000. Ça va être long. Mais le 1 200, si vous le faites au premier jour, il n'y a pas eu d'intérêt encore, donc c'est littéralement 100% en capital et votre hypothèque vient de baisser de 1 200. Et donc, après un mois, il va y avoir de l'intérêt seulement sur 319 000 quelque chose, 318 000 quelque chose. Et donc, vous venez d'économiser, oui, ce 1 200-là, mais énormément d'intérêt sur les 25 prochaines années. Ouais. Donc, c'est un petit truc qui est très facile, très simple à mettre en place. Il faut juste avoir un 1 200$ ou un versement de plus qu'on espère que vous avez. On s'entend, là, les prêteurs, on regarde toujours si les clients vont avoir un frais de démarrage. On appelle ça le frais de démarrage, c'est d'avoir 1,5% de disponible.
On s'entend, ça va être utilisé, là, ce 1,5 %. Là. Les déménageurs, ça coûte cher. Il va y avoir une taxe de bienvenue à votre achat. Donc, le notaire va vous coûter quelque chose. Mais si vous êtes capable d'avoir un petit 1 000 $ de plus, puis des fois, là, j'ai des clients qui font, que ce soit leur premier achat ou n'importe quel achat, qui vont dire, je veux mettre le plus de mise de fonds. C'est correct, mais vous pouvez vous en laisser un petit peu aussi pour toutes ces dépenses-là. Bref, faire un paiement au jour 1, c'est toujours une bonne idée. Deuxième petit truc très simple, puis ça, souvent les prêteurs vont même le suggérer ou le recommander, c'est de faire les fameux paiements, pas anticipés, les paiements accélérés. Donc, un paiement, d'habitude, ce qu'on regarde, puis encore là, ce qu'on va faire le plus souvent, c'est des versements mensuels. C'est comme ça qu'on décrit un tout petit peu, même quand on va regarder, on va vouloir comparer différents prêteurs, différents produits hypothécaires. Lui est à 4 %, lui est à 4,10 %, mais c'est combien que ça t'impacte sur tes versements mensuels. Puis c'est facile, encore là, pour un premier acheteur qui est habitué de payer un loyer. Donc, il est habitué de payer un loyer mensuel. Donc, ça me coûtait 1 700 $ en loyer quand j'étais en appartement. Maintenant, ça va me coûter 1 800 comme propriétaire. C'est facile à comparer. Mais on peut faire des versements aux 2 semaines. Donc, faire un versement aux 2 semaines par rapport à faire un versement mensuel, il n'y a pas vraiment de gain. Parce que, essentiellement, c'est le même paiement. C'est le même paiement, sauf qu'au lieu d'être sur 12 mois, il va être sur 26 versements. Donc, il n'y a pas tellement de gain à faire ça. Là. Je pense qu'on sauve quelque chose comme, là, je dis n'importe quoi, là, mais on sauve 12 $. Là. Il y a un gain, mais il est minime, il est même non pertinent. Donc, impertinent. Par contre, si on le fait des versements accélérés, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le versement mensuel, on va le diviser en 2 et on va le mettre sur 26 versements. Donc, on le met encore aux 2 semaines, mais le versement va être un tout petit peu plus gros. Donc, parce qu'on s'entend, si on avait 12 versements puis qu'on les divise par 2, c'est comme si on avait 24 versements. Oui, c'est ça. Donc, c'est un versement qui est plus gros, mais on le fait 26 fois. Fait qu'essentiellement, c'est comme si on faisait 2 versements supplémentaires par année, mais ça paraît pas tellement. Ça fait pas trop mal. Puis par semaine? Même chose, on peut faire la même chose par semaine. Donc, la même affaire, on va diviser le versement par 4 dans ce cas-là. Mais évidemment, au lieu si on le fait en accéléré, ça va être, on va faire comme 52 versements, alors qu'on aurait fait, on va faire comme si on va faire 52 versements, mais au montant que ça serait sur 48. Donc, c'est comme si on avait 4 versements supplémentaires. Les intérêts sont plus petits à chaque fois parce que le capital et les intérêts sont calculés en fonction du solde. Fait que le solde baisse plus vite si on fait des paiements à chaque semaine. Exact. En autant qu'ils sont accélérés, parce que si on les fait pas accélérés, ça revient essentiellement au même. Il n'y a pas un gain marqué. Ça, c'est le deuxième bon gros truc. Deuxième petit truc. Gros truc. Bon truc. Deuxième truc. Oui, exactement. Le troisième truc, ça va souvent arriver au refinancement, mais ça pourrait arriver dès l'achat. Lorsqu'on fait un achat, tous les prêteurs vont vous calculer ça sur 25 ans. C'est comme la base, c'est ce qu'on calcule. Il n'y a pas nécessairement de raison pour ça, mais les préqualifications sont souvent faites sur 25 ans s'ils ne sont pas faites sur 30 ans. Mais il n'y a rien qui vous empêche de starter ça, de commencer ça à 20 ans. J'en ai des clients qui ont décidé de faire ça. C'était des jeunes, pas rapport. Tu ne verras pas arriver ici en disant eux autres, c'est des super économes. Mais eux autres, ils ont juste décidé, nous, on ne veut pas payer sur 25 ans, on va payer sur 20 ans. Donc, ils ont mis sur leur hypothèque sur 20 ans. Puis là ils se sont vraiment forcés à payer plus vite. Mais il n'y a rien qui empêche, encore une fois, de dire, OK, ce serait combien sur 20 ans, Monsieur Saint-Laurent, Pierre-Alain, le courtier hypothécaire, si on mettait ça sur 20 ans, ce serait combien les versements qu'on devrait faire? On le calcule, vous avez votre montant. Après ça, vous n'êtes pas obligé de vous mettre sur 20 ans pour de vrai. Parce qu'en se mettant sur 20 ans, là, vous avez un contrat qui dit que vous allez payer votre hypothèque sur 20 ans. On s'oblige. On s'oblige, vous êtes forcé. Alors, si jamais, pour une raison ou une autre, vous avez une bad luck, bien, vous ne pouvez pas décider de payer moins ce mois-là. Donc, ce qu'on peut faire, puis ce que je vais faire souvent avec des clients puis des fois, c'est à leur refinancement, ils sont rendus où ils ont fait des accélérés, il leur reste 16 ans, mettons. Puis on va dire, regarde, on va mettre le contrat sur 20, on va mettre le contrat sur 25, mais on a calculé les versements, puis faites ces versements-là. Les institutions financières vont permettre de payer plus vite. Souvent, là, chez plusieurs prêteurs, c'est pas comme ça partout, là, mais chez plusieurs prêteurs, on peut payer jusqu'à 2 fois plus. Dans le fond, on peut doubler le versement contrat. Donc, si vous deviez payer 1 000 $ par mois, vous pourriez payer jusqu'à 2 000 $ par mois sans avoir aucune pénalité. Donc, ça va être une rentabilité. Là. On accélère vraiment notre versement. Là. On s'entend, on paye de façon notable, beaucoup plus rapidement en faisant ça. Littéralement, on fait des versements de 15 ans. Bien, si on le met sur 20 ans au lieu de 25 ans, littéralement, on va payer notre hypothèque 5 ans plus vite. 5 ans plus vite, c'est intéressant de faire les tableaux d'amortissement là, qu'on appelle, où est-ce que tu as les versements que tu as à chaque année. Qu'on sauve. Puis en sauvant sur c'est incroyable les intérêts. J'aurais aimé ça le chiffrer là, pour pouvoir vous donner des chiffres qui seraient révélateurs. Mais on pourra le faire avec plaisir. Appelez-moi, là, c'est le genre de choses que je fais fréquemment. Et vous démontrer le gain qui est vraiment exceptionnel là, parce que ça va sauver
je veux dire, des dizaines, potentiellement pas loin de 100 000 là, sur un achat qui va être assez important, là, de 750 000, mettons. Ouais. On va sauver, là, on peut sauver jusqu'à 100 000 $. Un autre truc qui est quand même très important, évidemment, c'est les intérêts. On parle de payer plus vite notre hypothèque, mais dans le fond, ce qu'on veut payer le plus vite, c'est les intérêts. Ouais. Puis on s'entend, si c'est une hypothèque à 6 ou c'est une hypothèque de 4 mais ce ne sera pas les mêmes versements, on s'entend, mais tu pourrais décider de faire des versements plus accélérés parce que tes versements vont être plus petits. Donc, négocier ton taux d'intérêt, ça a l'air con, mais présentement, là, on est en février 2025, les clients qui ont acheté l'année dernière, à peu près, là, donc mettons entre novembre 2023 puis mars 2024, ont négocié leur hypothèque à des taux à 6,15, 6,24 alors que les taux d'aujourd'hui sont à 4 4,4, 4,5 dans ce coin-là. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va publier ce podcast-là, fait que je ne veux pas mettre les pieds dans les plats, mais clairement, il y a une opportunité de briser son hypothèque et de la refinancer avec un taux beaucoup plus bas. Il va y avoir une pénalité, mais si la pénalité fait que dans 3 ans, donc à la fin de votre terme, votre solde hypothécaire est rendu plus bas, bien, vous avez payé votre hypothèque plus rapidement. Puis évidemment, lorsqu'on va refaire l'hypothèque, on va avoir un versement qui va être plus petit. Donc, si on payait 1 600 par mois, puis on va se retrouver à payer 1 400 $ par mois, bien, on vient de gagner un 200 $. Si votre budget le permet, mais pourquoi pas continuer à payer 1 600? Ouais. Parce qu'on s'entend, moi, je parle à un client qui m'a dit « Je veux payer mon hypothèque le plus rapidement possible. » Donc, en continuant à verser ce 1 600-là, on a un versement qui est, somme toute, accéléré, puis ça permet de payer le tout plus rapidement. Puis, pour renégocier son hypothèque, c'est important d'aller voir tous les types d'hypothèques qui existent. Ouais. C'est là qu'aller voir un courtier hypothécaire va être super pertinent parce que lui, évidemment, il peut avoir accès à plusieurs prêteurs et à plusieurs prêteurs. Et donc, des fois, c'est plus à votre banque que le meilleur taux était. Même si ce même courtier hypothécaire-là vous a peut-être placé dans une banque il y a 2 ans, parce que c'était là qui était le meilleur taux, mais ça ne veut pas dire que cette institution financière-là va toujours avoir le meilleur taux. C'est la même chose, toi aussi, en assurance. Pas toujours le même assureur que les meilleurs primes, ça dépend que les de chaque meilleures personne, conditions. ça dépend de son cas. Exact. C'est pour ça que c'est bon de réévaluer souvent. Exact. Donc, ça dépend de la personne, ça dépend de son cas, mais ça dépend du timing aussi. Parce que il y a certaines années où il y a des prêteurs qui gagnent sur tout, puis l'année d'après, ils ne sont plus là pantoute. Des fois, ils ont trop prêté ou c'est ça. Ils se retirent un peu temporairement. C'est toute la stratégie bancaire. Exact. C'est correct. Puis, fait que ça, c'est important à regarder aussi. Puis comme je vous dis, là, moi, je veux le marteler aux gens qui payent plus que 5,4 là, présentement. Il y a des opportunités, c'est important de le regarder. Ouais. Appelez un courtier hypothécaire, ça vaut la peine. Parce que votre banque ne va pas vous appeler pour ça. Si vous êtes à 6 présentement, là, votre institution financière ne va pas vous appeler pour vous dire « Hey, savais-tu que tu payes trop d'intérêt? » Puis même si ce fameux bris de l'hypothèque est se refinancer, des fois, ça peut se faire avec la même institution financière. Donc, il va falloir payer la pénalité quand même, mais on va reprendre le taux du jour. Puis si votre institution financière, c'est encore l'institution financière qui a le meilleur taux, bien, on va le faire à la même institution financière. Le but, c'est pas de sortir les gens de leur institution financière, c'est pas de briser des habitudes. D'avoir le meilleur produit. Mais si c'est ça, des fois, ça fait sauver là, 275 $ par mois sur 3 ans. C'est des milliers de dollars, encore une fois. Là. Exact. Donc, important de regarder ça. Finalement, moi, je vais appeler ça le quoi faire avec notre gain de loto. Là. Donc, quand on a gagné, quand on gagne à la loterie, ça t'arrive-tu souvent, chaque semaine peut-être? J'achète pas beaucoup de loterie, mais c'est difficile de gagner. La fois que je suis au casino, je suis pas sorti là avec la grosse soirée. Riche, non. Mais dans le fond, c'est de dire, ça n'a pas besoin d'être une loterie, on s'entend un héritage. Un boni au travail, votre retour d'impôt qui est un petit peu plus grand que ce que vous aviez prévu ou des choses comme ça. Mais ça peut être très pratique de le prendre, cet argent-là. C'est de l'argent que vous n'espériez pas, n'était pas vraiment dans votre budget mensuel, mais pourquoi pas la prendre puis faire un dépôt dans votre hypothèque. Encore une fois, les institutions financières ont différentes règles. Il va y en avoir que ça va être 20 % par année qui peut être payé. C'est un paiement forfaitaire qui peut être un versement qui va venir diminuer l'hypothèque de beaucoup. Donc, ça va être 20 % du solde ou du contrat, encore une fois, dépendamment des prêteurs. Et donc, des fois, c'est 20, des fois, c'est 15. Ça va dépendre des prêteurs, tout simplement. Mais ça aussi, ça va venir baisser votre hypothèque tout d'un coup. Mais ça va surtout venir baisser les frais d'intérêt qui vont être associés à ça. Ouais. Et je vais avoir besoin de tousser. Excusez-moi. Alors, finalement, le dernier point que j'aurais pour accélérer un versement hypothécaire, on va pouvoir en parler plus longuement dans un prochain podcast, évidemment, mais c'est, dans le fond, d'emprunter pour pouvoir investir.
Puis, on en a parlé en tout début un tout petit peu. Oui, ça peut être en programme enregistré, donc comme le REER, comme le CELI, comme le AEE, mais même quelqu'un qui aurait déjà maxé tout ça, si il y a de l'argent en non enregistré, donc soit qui a déjà de l'argent ou qui est capable de placer de l'argent en non enregistré, rappelez-vous, là, comme pour aujourd'hui, là, le plus simple, c'est-à-dire emprunter, point, pour investir, ça permet d'avoir des déductions d'impôts. Donc, les intérêts de ce qu'on emprunte, quand on l'investit, ça génère des déductions d'impôts. Donc, on peut faire ça avec l'hypothèque. N'importe quel emprunt. Il y a des gens, là, que ce soit sur n'importe quelle plateforme de placement, que ce soit Disnat, que ce soit n'importe lequel, vont placer sur marge. Donc, ça, c'est carrément un emprunt pour investir et les intérêts sont déductibles d'impôts. Mais ces intérêts-là sont très élevés. Alors que si on emprunte sur notre hypothèque puis qu'on place l'argent, ces intérêts-là, évidemment, seulement, ce ne sera pas l'hypothèque au complet, mais le montant qu'on a emprunté va être déductible d'impôts. Est-ce que ça, juste comme ça fait payer l'hypothèque plus rapidement? Bien non, on emprunte. Mais si c'est déductible d'impôts, on a un retour d'impôt plus grand qui vient et qui risque d'être croissant avec le temps, évidemment, parce que plus ça va, plus on va payer des intérêts. Donc, on va pouvoir prendre ce montant-là et venir l'appliquer sur notre versement hypothécaire et donc payer notre hypothèque plus rapidement. Exact. En gros, tout ça, ça s'appelle un petit peu la manœuvre Smith. On va en parler dans un prochain podcast, dans un prochain épisode, c'est certain. Parce que je suis curieux de voir, oui, parce que moi, je vois la première étape qui est l'emprunt, mais je suis curieux de voir ce qui se passe de l'autre côté quand il est avec un conseiller financier, puis de dire, OK, là, c'est bon, mais là, il faut que j'investisse l'argent, qu'est-ce que je fais avec ça, etc. Fait qu'on pourra en parler, là, des craintes que les clients ont, des mythes ou des risques qui sont associés avec tout ça. On pourra en parler dans un podcast suivant. Ça va être, je pense que ça va être intéressant. Ouais. Toi, t'as-tu des clients qui te posent ces questions-là sur l'hypothèque? Je veux payer mon hypothèque le plus rapidement possible? C'est... oui. Oui, mais ce que beaucoup de gens font aussi, c'est quand ils sont proches de la retraite et qu'ils n'auront plus de revenus pour se qualifier pour des gros emprunts X, ils se disent, bon, ben pendant que je suis encore actif au travail, pour le peu de temps qui reste d'actif au travail, ils vont réhypothéquer au maximum la maison, puis ils vont avoir tout accès à ce cash flow-là ensuite. Puis comme ça, après ça, ils peuvent décider du calendrier de remboursement hypothécaire, avoir un complément de revenu à la retraite, placer cet argent-là, avoir un coussin de sécurité. Parce que si t'arrive une bad luck à 73 ans, puis que ta maison est finie de payer, mais que tu n'as plus de revenus, c'est plus difficile de se qualifier pour un emprunt. La banque va dire, OK, tu as un actif, tu as peut-être des bons ratios, mais tu n'as pas de revenus. Ça va être, fait que tu n'as pas la flexibilité de faire des gros emprunts plus tard. Fait que c'est un peu un coussin de sécurité, un flotteur pour la retraite. Ça, j'en fais beaucoup de ces stratégies-là. C'est une bonne conversation à avoir, ça. Je dis dans les dernières années avant la retraite, de dire j'ai encore des revenus. Toutes les banques vont vouloir me prêter de l'argent parce que j'ai un bon revenu. Alors que dans 2 ans, je vais avoir le même bureau de crédit. Je vais être aussi riche d'une certaine façon. Je vais avoir autant d'argent, mais plus personne ne va vouloir m'en prêter. Personne ne va vouloir m'en prêter autant parce que je vais être rendu avec des revenus de retraite. Fait que c'est une bonne discussion d'avoir à ce moment-là. Puis sans nécessairement prendre une hypothèque, donc il va y avoir des versements, sans nécessairement réhypothéquer la maison, mais il y a des marges de crédit qui peuvent être super intéressantes. Là, un peu plus vieux, on peut parler d'hypothèque inversée, évidemment, qui peuvent venir jouer un grand rôle. Mais il y a moyen d'avoir des marges de crédit qui vont jouer le rôle de l'hypothèque inversée. C'est juste qu'on a prévu la shot à l'avance. Oui, ça prend des plans, ça prend de la planification, puis c'est des sujets très importants. Il faut prendre le temps de s'y attarder puis de les planifier, ces choses. Parce que c'est drôle, on parle beaucoup. Là, moi, évidemment, on est là-dedans, là, mais moi, j'ouvre mon Instagram, là, tout le monde me parle de premier acheteur. Là. Mais on oublie le dernier acheteur, je ne sais pas si ça fait du sens, mais la personne qui est tout près de la retraite, elle aussi, elle a des stratégies hypothécaires importantes. Des enjeux importants, puis ça peut être important de l'utiliser. Il y a tellement, surtout les jeunes baby boomers, là, j'imagine, ou les plus vieux générations X, qui ont acheté des maisons, qui ont pris énormément de valeur, puis ils disent, moi, je serais plus jamais capable de racheter ma maison, mettons. Mais ils ont de la valeur là-dedans, et de dire, OK, qu'est-ce que tu veux-tu pouvoir en profiter ou tu veux juste léguer cette maison-là quand tu vas mourir à tes enfants qui, eux, de toute façon, vont la vendre? Puis là, pendant ce temps-là, toi, tu vas avoir une retraite difficile ou pas autant... à la hauteur de ce que tu as envie. Exact. Tu sais, là, je m'embarque sur d'autres sujets, mais le REER, c'est un petit peu ça. Parce que la promesse du REER, c'est de dire, tu vas payer tu paieras l'impôt plus tard quand tu vas être à la retraite parce que tu vas avoir moins de revenus. Ouais.
ça sonne bien, là, c'est bien, mais ça veut dire que tu vas avoir moins de revenus. Ouais. Ce qui n'est pas le fun. Moi, je veux pas vraiment avoir moins de revenus à la retraite. Je vais vouloir voyager, je vais Tout le vouloir temps faire en des vacances. activités. Au contraire, on dépense plus. Oui, on fait ça. Parce que c'est pas que, tu sais, il y avait les vêtements, peut-être, moins de vêtements à acheter parce que tu vas pas au bureau. Moi, je vais pas souvent au bureau, Sinon, moi, là. Regardons les gens, quand ils ont 2 semaines ou 4 semaines de vacances par année, souvent, c'est les semaines dans l'année qui coûtent le plus cher. Absolument. Ben, parce qu'ils profitent de la vie, ils vont au restaurant, ils vont dans les hôtels, Ils sortent, gâtent les voyagent. petits-enfants. Là, La retraite, c'est... À part se faire la lecture, mais c'est important d'avoir des fonds disponibles. Exact. Fait que, bref, il y a des stratégies Ouais. qui peuvent être pertinentes là, Mhm. juste dans les dernières années des retraites. Là, c'est important. Bref, fait que, oui, vous pouvez payer l'hypothèque le plus rapidement possible. Ça peut être une stratégie qui est facile à démontrer puis qui peut être logique, mais il y a d'autres stratégies aussi qui peuvent être. Fait que les trucs en ordre, en gros, c'est... Yeah, j'aime ça quand tu fais des paiement résumés, Marc. J'aime ça. à chaque Vas-y. semaine, Ouais. accéléré, à chaque semaine accéléré. Emprunter dans le but d'investir, ça peut être une bonne façon aussi. Puis en même temps, on va voir si je me rappelle de tout ce que tu as dit. Il y a aussi de faire des dépôts forfaitaires. Dépôts forfaitaires. Le premier du mois, d'en mettre plus dès le premier achat. Puis lequel que j'ai oublié qui me manque? Il nous manque le. Dans le fond, Toujours remagasiner son taux hypothécaire. le taux d'intérêt. Même absolument. pendant que tu es dans ton terme, là, même si t'es pas. Des fois, la pénalité puis le notaire, si la différence en taux d'intérêt est suffisante, ça peut valoir la peine quand même. Puis, c'est ce que les institutions financières souvent nous disent pas, notre institution financière. Ils vont dire, mais tu sais que changer d'institution financière, tu vas avoir des frais de notaire. Et c'est absolument vrai. Mais il y a une autre institution financière qui est intéressée à avoir votre hypothèque Ouais. qui va en payer une très grande partie de ce frais de notaire-là. Ouais. Fait que des fois, c'est vrai, puis surtout que les frais de notaire ont augmenté, mais à ne pas oublier là, que le transfert, de toute façon, si vous êtes avec un bon courtier hypothécaire, on va le faire, le calcul. On va tout considérer les frais, puis on va voir si ça vaut la peine ou pas. Puis moi, je trouve que très souvent, ça ne vaut pas la peine de changer d'institution financière. Il ne faut pas se dire que c'est tout le temps la recette gagnante. Mais souvent, Exact. ça l'est. Puis, on veut pas. Moi, j'aime mieux que l'argent soit dans vos poches que l'argent soit dans les poches des institutions financières. On s'entend. C'est bien dit. Voilà. D'autres points là-dessus? Non, mais je pense que non, mais j'ai une idée qui me germe dans la tête. Tu veux s'en partager on maintenant? on pourra en parler après, pour le prochain podcast. On le garde pour la Ouais. prochaine? On va Parfait. garder le On a des suspense. mystères. C'était écœurant. Merci beaucoup, tout le monde. On se revoit dans notre prochain épisode. Super. Yo.